L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis, Le climat des relations bilatérales entre les États-Unis et Ibrahim Rasool est un politicien raciste qui déteste l'Amérique et le président des États-Unis. Nous n'avons rien à discuter avec lui et il est donc considéré comme persona non grata. Tels sont les propos de Marco Rubio sur son compte X à l'endroit de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud accrédité à Washington. Ce dernier est accusé par les autorités américaines d'avoir relevé que Donald Trump mobilise un suprémacisme contre le président en exercice dans le pays et à l'étranger. Et le président en exercice, bien sûr, de la Commission de l'Union africaine, et en réaction, donc, Pretoria a qualifié cette expulsion de regrettable. Quel avenir peut-on espérer de la tournure des affaires entre les États-Unis et l'Afrique du Sud? Nous parlerons de cela en accueil ce jour. Et par la suite, cap sera fixé en Côte d'Ivoire. Le président du PDCI, Tidjane Thiam, s'est prononcé sur le 4e mandat du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Au cours d'une rencontre avec ses militants, Tidjane Thiam a déclaré « Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexer sur un article 48 sur la nationalité, une sombre loi que personne ne connaissait, un ajustement de ton qui relève de la relation en odeur de sainteté entre lui et le président Ouattara. » Analyse avec nos invités dans cette édition de Foyer Matin du 17 mars 2025. Bienvenue à toutes et à tous. Ça continue à chauffer davantage entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, suite bien sûr à ces propos qui en fait montrent, selon les autorités américaines, d'un certain racisme. Ibrahim Rasool, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud accrédité à Washington, est désormais déclaré persona non grata par les autorités américaines. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, s'est prononcé là-dessus et il a évoqué qui n'était plus le bienvenu de ce côté. En retour donc, Pretoria a eu à réagir en déclarant de regrettable cet acte, bien sûr, qui a été posé. Nous tenterons de comprendre un peu les enjeux au cours de cette guerre, on va le dire comme ça, diplomatique entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, qu'il faut bien le dire, sont partis d'un fait selon lequel, selon la nouvelle législation qui porte bien sûr sur les affaires foncières en Afrique du Sud, il était question de donner une partie du pourcentage aux populations noires qui sont majoritaires mais qui ont peu de terres. Réaction donc de la part des États-Unis, du président Donald Trump, qui a estimé que le président de l'Afrique du Sud avait engagé là un processus de racisme et qu'il était toujours axé sur le champ de l'apartheid. On rappelle que la population blanche qui séjourne en Afrique du Sud occupe, et qui est de 7%, occupe la grande majorité des terres sud-africaines. Il y a même des villes où l'on ne connaît pas du tout des Noirs de ce côté. C'est le premier axe. Et puis le second axe qui certainement va apporter d'autres réflexions, c'est toujours cette guerre froide et même d'ailleurs qui commence à prendre véritablement de l'ampleur entre Tidjane Thiam du PDCI qui a récemment donc rejeté sa nationalité française pour la nationalité ivoirienne parce qu'il voudrait briguer un mandat présidentiel, et l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, des amis d'hier qui deviennent aujourd'hui des ennemis. Tidjane Thiam s'est donc prononcé au cours d'une rencontre avec ses militants. Il s'est opposé au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution vous complexer sur un article 48 sur la nationalité. Tidjane Thiam donc à Ouattara. Voilà, madame, monsieur, les véritables nœuds de ce rendez-vous. Et bien sûr, toutes nos amitiés à ceux qui nous regardent, particulièrement du côté de l'arrondissement de Ndom, du côté de la Sénégal-Maritime. Il nous a été bien signifié d'un certain monsieur Nogding. Je crois que j'aurai l'occasion de bien me retrouver sur son nom, qui est un fidèle téléspectateur de For You Media Africa. Ils sont trois avec lesquels nous allons échanger sur ces sujets qui ont été proposés ce matin. D'abord, Henri Atangana, analyste qui est avec nous depuis Bruxelles. Bonjour, monsieur. Bonjour, ravi de m'avoir invité. Bonjour à mes copanélistes que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver et dont j'ai l'habitude, même si l'un d'eux a disparu pendant un certain temps, le second, et en revanche était avec nous la semaine passée.
je ne vais pas les présenter parce que c'est quand même votre privilège. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et merci de m'avoir invité sur Folie Média Africain. Merci à vous, Henriet Tangana, pour votre disponibilité dont on ne saluera jamais assez. Vous l'avez si bien dit, il est aussi constant avec nous depuis quelques temps. Professeur Pini Pini Sassaï, géopolitologue. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, cher Noah. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment ici, particulièrement mes amis de Bonabéry à Douala. Je suis content d'être avec vous en ce moment ici. En tout cas, merci pour l'invitation et j'espère qu'on va passer un bon moment. Merci bien. Vous l'avez si bien dit, Bonabéry à Douala, c'est dans le 4e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Le 3e invité, Talo, conseiller panafricain. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour, grand journaliste. Bonjour au docteur Atangana, bonjour au docteur Pili Pili, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour surtout à notre promoteur de cette chaîne, grâce à qui nous communiquons à notre communauté. Bien évidemment, j'étais souffrant pendant certaines périodes, enfin j'avais été encore, c'est revenu. C'est pour cela que j'ai disparu des écrans pour pouvoir essayer de me rétablir, pour essayer de me soigner. Je profite de l'occasion pour remercier tous celles et ceux qui ont, et aussi ceux qui n'ont pas aussi cherché ils ne cherchaient peut-être pas à me contacter, mais ils l'ont pensé. Beaucoup ont cherché à me contacter et malheureusement, je n'ai pas pu répondre à leurs messages, ni que ce soit par écrit ou que ce soit par audio ou oral directement. Ce n'est pas que j'ai refusé de communiquer avec eux. C'est juste pour un problème de santé, pour essayer de me rétablir. Et je vous remercie infiniment du fond du cœur. Je vous dis que je suis en bonne santé comme vous me voyez et que voilà, je suis revenu parmi les miens et que ben, voilà, l'aventure va toujours continuer. Je profite de ce matin, si vous me permettez, de lancer déjà un message de félicitations à l'endroit de ce qui se passe dans l'AES. Nous avons eu un premier bilan qui a été dressé par notre président du Mali, de la Confédération, de sa première présidence en tant que président de la Confédération, de l'AES. Et nous remercions tous ceux qui ont œuvré, nous remercions tous les 3 présidents, nous remercions tous les ministres des Affaires étrangères, tous ceux qui ont œuvré. Et aussi bien nous ici, parce que si on est arrivé à ça, c'est par rapport aussi à tous les conseils que nous prodigeons ici sur notre chaîne For You Media. Nous avons été l'un des premiers à pouvoir pousser jusqu'à arriver à la création de cette confédération, alors que nous avons souhaité la fédération. Mais maintenant, le coup de gueule que je vais lancer à leur égard, c'est que vous avez fait quelque chose de bien, président Assimi Goïta, président du Niger, président du Burkina Faso. Et nous vous en remercions. Mais ce que nous, les Africains, nous voulons aller au-delà de ça. Nous avons placé beaucoup d'espoir en vous et nous espérons que vous n'allez pas nous décevoir. Ce que nous voulons que vous nous réunissez. Nous ne voulons pas une union de facettes, une union fragile qui s'appelle la Confédération. Nous voulons une véritable union, une union qui va nous rendre forts, qui va nous rendre nous tous forts et non pas rendre une personne qui s'appelle un président, une présidente fort. Je veux dire par là quoi? Je veux dire par là que nous voulons que cette fédération soit créée le plus rapidement possible avec un seul président. Je vous donne un exemple. Regardez les États-Unis. Ils sont composés de 50 États, un vaste territoire. Ils sont riches, ils sont forts, ils sont puissants. Ils restent toujours la première puissance économique, je dirais. Pour l'instant, c'est entre eux et la Chine. Militaire, ça se discute entre eux et la Russie. Du monde, on ne sait pas la position exacte de quelle quantité d'armes possède la Chine. Mais malgré tout ça, les États-Unis veulent toujours s'agrandir. Ils veulent toujours prendre des territoires. Ils ont lancé une campagne. Ils ont pris la décision de pouvoir prendre par la force le Canada, le Groenland, malgré tout l'espace qu'ils ont. Parce qu'ils savent que l'union fait la force. Nous, Africains, nous avons été, pas
des petits pays, nous avons été des royaumes, nous avons été des empires, nous avons été vastes, nous avons été puissants, nous avons été forts. Pourquoi vous ne voulez pas, maintenant que l'occasion nous est donnée, pour nous redonner cette force-là, ce dynamisme-là, pourquoi vous ne voulez pas nous unir, s'il vous plaît? Unissez-nous, président Assimi Goïta, président Abdourahmane Tiani, président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Nous comptons sur vous. Nous ne voulons pas que vous commencez déjà à faire intégrer des gens tels que le Togo a fait la demande. Je dis bien, pour l'instant, nous ne voulons pas que vous intégrez des pays dans la Confédération. Pour l'instant. Parce que c'est un piège. Un piège où d'autres qui vont venir, mais pas avec cette mentalité que vous avez, cette puissance, cette force que vous avez, vont venir rentrer, ils auront aussi le droit quelque part de veto et ils vont empêcher, on va les manipuler pour empêcher la création de cette fédération. Nous voulons d'abord que vous créiez cette fédération d'abord. Tous ceux qui veulent adhérer, ils abandonnent leur souveraineté et ils rentrent dans l'État comme les États-Unis avaient commencé. Avec quelques États, ils sont devenus 50. Voilà ce que je voulais vous lancer comme message. Et j'espère, c'est la voix des ancêtres qui vous parle, c'est pas moi qui vous parle. C'est la voix des ancêtres qui vous parle au nom des Africains. Merci. Merci à vous, Talo Talo, et nous sommes très contents de vous savoir de nouveau sur vos pieds, avec tous nos souhaits de prompte guérison, que nous voulons encore davantage que vous retrouviez votre fraîcheur. On va tout simplement vous prier prochainement de pouvoir soit vous rapprocher de votre microphone ou de lever davantage un peu plus de volume pour que l'on ait l'occasion de bien vous suivre. Alors, Henri Tangana, entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, ça chauffe davantage sur le plan diplomatique. Ibrahim Rassoul, l'ambassadeur sud-africain accrédité à Washington, a été déclaré persona non grata pour la simple et unique raison, bien sûr, selon les autorités américaines, qu'il a souligné que Donald Trump mobilise un suprémacisme contre, bien sûr, le président en exercice de l'Union africaine, qui est Cyril Ramaphosa. D'abord, cette annonce d'expulsion du diplomate sud-africain du côté de Washington, comment est-ce que vous l'avez accueilli? C'est une situation baroque. C'est parce que c'est quand même assez baroque, en tout cas, de voir qu'on accuse un Sud-Africain de suprémacisme. D'abord parce que le pays était envahi par des étrangers qui sont venus, qui en ont fait une colonie d'occupation. Ils sont venus occuper le pays. Ils ont imposé des lois, comme d'ailleurs dans tous les pays d'Afrique. Parce qu'il faut, quand vous regardez l'histoire africaine, vous entendez qu'il y a eu un traité de tel roi avec les Allemands. Qu'est-ce que ça vaut un traité? Dans le cadre de quelle législation, de quelle loi? Ça, je suis chez moi, tu arrives, tu m'apportes des documents, tu me dis que ça vaut loi. Donc, tu m'expliques ce que c'est que la loi. Et parce qu'il faut bien comprendre ce contexte-là. Et tu m'expliques que ce que tu es en train de faire avec moi là a valeur de loi. Sans qu'on ne sache qu'elle est... Comme si la notion de loi est une notion universelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après les décolonisations, pendant les indépendances, nos parents tenaient beaucoup qu'on aille à l'école. C'est parce qu'ils comprenaient qu'on les roulait, on leur parlait de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils n'avaient pas compris que fondamentalement, ce qu'on est venu leur présenter comme étant la loi était une réalité qui leur était étrangère. Pourquoi est-ce que j'explique tout ça? C'est comme ça qu'ils se sont accaparés de nos terrains, de nos espaces vitaux. Ils en sont devenus propriétaires au nom des lois qu'ils avaient écrites eux-mêmes. C'est parce que vous imaginez la situation de faiblesse. On en arrive alors à ce qu'il y a en Afrique du Sud,
où la majorité des terres sont la propriété privée de la minorité des Afrikaners, qui sont en réalité des envahisseurs, colons. Et on n'a pas envie de démontrer leur suprémacisme. On n'a pas besoin de le démontrer. L'histoire récente était la lutte pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. On se souvient encore, je me souviens encore, j'étais jeune, la grande chanteuse et regrettée nord-américaine Whitney Houston était allée faire un concert là-bas pour l'abolition de l'apartheid. Il y a eu beaucoup de musiciens nord-américains, notamment Whitney Houston, la regrettée Whitney Houston. À l'époque, je n'avais pas encore de conscience politique. Mais j'étais révolté par l'apartheid. D'abord, j'étais révolté d'apprendre qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres par nature. C'est-à-dire que Dieu a décidé qu'eux sont supérieurs. Ils ont violenté, colonisé, arraché les richesses, arraché les terres. On en arrive à cette situation aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Alors qu'il n'y a même pas encore eu de dédommagements pour toute cette violence subie pendant des siècles. L'Afrique du Sud essaie de rétablir l'équilibre, ce qui serait une forme de dédommagement en réalité. Il y a un chef d'État aux États-Unis qui explique que le suprémaciste est celui qui essaie de rétablir l'équilibre. Et vous allez d'ailleurs vous rendre compte que le jour où on va demander, on le fait d'ailleurs déjà, d'être indemnisé pour les violences qu'on a subies pendant des siècles, pendant l'esclavage. Il faut savoir que ces pays, c'est nous qui les avons construits. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pétrole. L'énergie était donc la sueur et le sang des Noirs. Des siècles. Personne ne pense à nous indemniser. Les Juifs n'ont subi que quelques temps, pendant la Shoah. Ils sont là, ils sont indemnisés. On a jugé les nazis. Nous, des siècles, aucun jugement n'a été fait, même à titre posthume. Et le capitalisme est né parce que ces gens avaient accumulé des capitaux par la traite des Noirs, une traite africaine, une traite transatlantique. Et c'est comme ça que le capitalisme la question du capitalisme va naître. Et je me souviens avoir discuté avec des Africains qui me parlaient de l'idéologie économique du Cameroun. Je les entendais parler de capitalisme et tout. Je leur ai dit, mais attendez, arrêtez là. Est-ce que vous avez bien lu le capitalisme? Est-ce que vous avez bien lu le socialisme, le marxisme? Les luttes des classes naissent parce qu'il y a des classes qui ont des capitaux suite à la traite négrière et des classes qui sont exploitées. Appliquer ça chez nous demande du recul parce que à la sortie des indépendances, il n'y a pas de capitaux. On démarre la construction de nos pays sans avoir exploité d'autres peuples. Et c'est nouveau. C'était une parenthèse. Juste pour dire que le jour où on va demander des réparations pour ces siècles de sauvagerie à notre égard, de colonisation, de violence à notre égard, ne soyez pas surpris qu'on nous traite de suprémacistes. Rappelez-vous, il y a un humoriste camerounais, Dieudonné Mbala Mbala, qui est traité de raciste parce qu'il a osé faire de l'humour sur les Juifs. Nous, les Noirs, si vous regardez toutes leurs histoires, tout leur humour, c'était sur les Noirs. C'est ça qui se passe là en Afrique du Sud. C'est-à-dire que quand on veut réparer, celui qui veut réparer devient le suprémaciste. Ah oui. Comme M. Talo vient de dire, armons-nous. Sans parole. Merci à vous, Henri Tangana. Professeur Pini, nous sommes là
pleinement au cœur des enjeux diplomatiques, mais qui ont des raisons aussi d'ordre géopolitique. Je tente un peu de pouvoir faire une sorte de rappel mémoire. Lorsque la nouvelle administration américaine avait souligné qu'elle va stopper notamment ces subventions du côté de l'Afrique de manière générale, il avait été évoqué notamment au niveau de l'exploitation minière par le ministre des Ressources minières et pétrolières de l'Afrique du Sud au cours d'un sommet minier, Mining Indaba 2025, que l'Afrique devrait chercher à travailler avec qui elle pense qu'elle peut le faire. Notre sous-sol est riche, plein de ressources minières, et les États-Unis ne doivent pas croire que nous sommes des mendiants. Si cela ne va pas, on va devoir leur imposer également nos prix et ils vont devoir faire avec. Un discours également qu'avait suivi le président du Mozambique lorsqu'il parlait de cette aide. Au regard de cet aspect de choses, comment est-ce que vous voyez justement ces tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud aujourd'hui qui ont abouti à l'expulsion d'Ibrahim Rassoul, l'ambassadeur sud-africain accrédité à Washington? D'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à m'inviter aujourd'hui pour parler de cette problématique, de l'avoir mise vous-même au programme, parce que j'ai un peu parcouru sur la toile l'ensemble de nos intervenants panafricains, ils n'en parlent pas, je n'ai pas vu. Or, cette question ici, elle est fondamentale. C'est une question qui doit préoccuper les panafricains en réalité, parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est ce qui se passe là, pour les Noirs en réalité, c'est pour les Noirs. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est le pays de celle qu'on a appelée la Sahara Ottanto, ou la Noire Ottanto, la Noire qui était le symbole de l'infériorité ou de l'infériorisation des Noirs. Parce que quand nous parlons de la suprématie blanche, cela suppose l'infériorisation ou l'infériorité noire. Donc, c'est le revers de la suprématie blanche en réalité. Et l'Afrique du Sud, c'est le pays de ce qu'on a appelé les Bantoustans, où les petits territoires réservés aux Noirs, donc les petites prisons réservées aux Noirs en Afrique du Sud. La grande majorité de la population était cantonnée dans des petits territoires clos qu'on appelait les Bantoustans, parce que le reste de l'Afrique du Sud était le territoire des Blancs. L'Afrique du Sud, c'est justement les pays de ce qu'on appelle les fameux afrikaners, là, où les protestants, les chrétiens protestants, hollandais, français et allemands, qui sont venus occuper des territoires là-bas, en fouillant chez eux des exactions dont ils subissaient parce que les chrétiens protestants étaient menacés d'extinction dans tous ces pays-là, en Hollande, en Allemagne, en Suisse et en France. Donc il fallait qu'ils fuient, et ils se sont enfuis en Afrique du Sud, où ils ont été accueillis, et ils appliquent la même chose. C'est pourquoi ils sont partis de l'Europe, ils viennent appliquer cela sur les Noirs. Donc voilà c'est ce qui est au cœur, j'ai dit que c'est une problématique qui est au cœur de la vie, de la survie des Noirs. Pas seulement, ce n'est pas une question de l'Afrique du Sud, Tangana a bien eu raison de le soulever, c'est une question, pour moi, une question de vie ou de mort pour les Noirs. Quand nous parlons de suprémacisme blanc, ou des Blancs en général, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, et c'est ce que le président Trump est en train d'appliquer, que les Noirs, ils n'ont pas de droits. Parce que le seul droit, c'est pour les Blancs. Le droit des Noirs, c'est de ne pas en avoir. C'est ça qui est au cœur de ce qui se passe là
avec l'administration Trump maintenant contre l'Afrique du Sud, en réalité contre les Noirs. Donc, les droits, c'est pour les Blancs. Et de quels droits s'agit-il? Ici, c'est les droits des terres. Pourquoi? Parce que dans la conception de M. Trump, et donc des chrétiens européens, des chrétiens occidentaux, c'est très simple de comprendre que la terre, en réalité, telle qu'elle est là, elle appartient aux chrétiens, qui sont les fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé la terre, et donc Dieu leur a donné la terre en héritage, étant donné qu'ils sont les chrétiens, donc qui sont les héritiers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, il est le propriétaire de la terre. Et c'est lui qui a donné la terre aux chrétiens qui sont des Blancs. J'ai dit aux Africains qui croient qu'ils sont des chrétiens, je leur dis qu'ils ne sont pas des chrétiens. Un Africain ne peut pas être chrétien. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, les chrétiens, c'est des Blancs. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc quand les Africains se disent des chrétiens, ce sont des gens, nous sommes vraiment dans l'aliénation, effectivement, ça ne passe, nous ne comprenons pas très bien pour les questions, mais pour eux, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Parce que si nous étions des chrétiens comme eux, jamais, mais alors jamais il n'y aurait eu de traite des Noirs. La Tangana vient de parler du capitalisme qui a été institué, qui a été installé par le commerce de la chair des Noirs, dont les Noirs étaient considérés comme des tomates ou comme des oignons, comme des poulets que l'on pouvait vendre au marché. Et beaucoup d'Africains ne savent pas que les Noirs africains que nous sommes étaient considérés comme des biens meubles, disait-il. Donc, c'était même comme de la monnaie. On échangeait des biens avec les Africains. Moi, je vais te vendre, supposons, une table. Toi, tu me donnes un Africain. Moi, je te donne la table dont l'Africain était la monnaie. Et l'Africain était considéré ainsi, comme que moi je voulais marier ma fille, parce qu'en Europe, les filles, la dot, ce sont les filles qui payent aux garçons. Je voulais marier ma fille, mais moi je vais donner pour la dot, je donne autant d'Africains à la famille du garçon. Il faut savoir que quand un des présidents des États-Unis aux États-Unis pour être la richesse, c'était en termes d'Africains qu'on avait comme troupeau dans sa plantation. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, tout cela est arrivé parce que les Blancs, c'est-à-dire les adeptes du pape, qui sont devenus, parce que ce n'étaient pas des Blancs, les Blancs, ça vient de là, les adeptes du pape à partir du XIe siècle, sont des propriétaires de la terre entière. Donc partout où ils arrivent, ils sont chez eux. C'est ainsi que quand les Portugais arrivent en Afrique, partout où ils arrivent, ils implantent des padroados, comme ils ont dit, pour dire que cette terre leur appartient. Et le pape déclare que la main ligne de démarcation, il y a une partie de la terre entière qui appartient, qu'il donne aux Portugais, et une autre qu'il donne aux Espagnols, de telle façon que l'Afrique entière tombe sous l'escarcelle des Portugais. Donc voilà, donc la question, je vous dis, c'est une question fondamentale, une question de vie ou de mort que le président Donald Trump remet là au tapis, et donc il doit interpeller tous les Africains. Comme ça, je dis que je suis un peu triste que les Africains n'y pensent pas, que les Africains ne voient pas ce qui se passe là-bas avec l'Afrique du Sud. Alors, donc, la question pour moi, ce n'est pas simplement une question de l'Afrique du Sud, c'est une question de l'Afrique entière. Il faut savoir que le président Mandela était aussi considéré comme personne non grata aux États-Unis, parce qu'on l'accusait d'être raciste du fait que lui, il se battait pour les droits des Noirs. Donc se battre pour les droits des Noirs, c'est être raciste en réalité. C'est pour cela d'ailleurs que Cheikh Anta Diop a été ostracisé, il a été exclu de tout débat, parce qu'il se battait simplement pour les droits des Noirs. Il n'a jamais giflé qui que ce soit, ou insulté qui que ce soit en Europe,
me semble le fait qu'il se battait pour les droits des Noirs, eh bien, c'était suffisant pour qu'il soit déclaré persona non grata dans les sphères scientifiques, s'il vous plaît. Dans les sphères scientifiques, déclaré persona non grata. Parce que c'est pas pour le nom. Lumumba, il a tué qui? Personne. Il n'a jamais giflé qui que ce soit. Mais le fait qu'il se bat pour les droits des Noirs, mais c'était suffisant pour le tuer, le réduire en miettes, en 1000 morceaux et même de le faire disparaître dans de l'acide. C'est comme ça. Donc, nous sommes au cœur de cette problématique-là. Et il faut poser la question, tout le monde doit prendre conscience de cela. Alors, parce que ce qui est le plus grave, c'est que le président Trump, qui veut chasser tous les étrangers, dit-il, en Amérique, soi-disant ceux qui sont irréguliers ou quoi, mais il est en train d'ouvrir la porte à tous les racistes de l'Afrique du Sud qui contrôlent 72% du territoire du pays. En ce moment, c'était d'abord 90%, avant, maintenant c'est 72%. Alors, ils trouvent que 70%, on ne doit pas y toucher. La terre, quand même, c'est ce qui fait vivre, c'est la vie. La terre, c'est la mer. Si vous êtes sans terre, vous êtes qui? Or, lui, maintenant, il leur ouvre la porte des États-Unis à tous ces gens-là, parce qu'ils sont des Blancs. Dans les États-Unis, c'est pour des Blancs. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Nous devons revendiquer les États-Unis, c'est pour nous tous. Les Africains doivent revendiquer les États-Unis, c'est pour eux. Parce que ceux qui ont construit les États-Unis sont même les Africains. Ils ont construit gratuitement, en plus. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous chasser des États-Unis et dire que c'est le pays des Blancs, vous n'avez rien à y faire ici, vous, votre pays, on ne sait pas où se trouve, parce que même l'Afrique, ce n'est pas à vous, vous devez dégager de la surface de la terre. Nous devons refuser cela. Donc, si lui, il invite tous les Blancs à aller en Amérique, tous les Blancs de l'Afrique du Sud à aller en Amérique, nous devons aussi dire à nos frères qui sont là-bas d'inviter également les Noirs d'y aller. Parce que c'est un pays à nous tous, les États-Unis. Ce n'est pas que le pays de ceux qu'il appelle lui les Blancs, c'est le pays de tout le monde. Notre pays à nous aussi. C'est pour cela que moi, je renforce l'argument de Talo. Je demande moi aussi à nos présidents de l'AES, parce que ce problème devait normalement être pris en charge par l'Union africaine, mais je crois que là, il n'y a rien à attendre. Mais l'AES doit maintenant prendre aussi position sur le plan diplomatique pour défendre les Africains. Et ils peuvent le faire. Moi, je propose à l'AES d'envoyer une délégation aux États-Unis composée du président Ibrahim Traoré, du Premier ministre Lamine Thiam, je crois, du Niger, et du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop du Mali, qu'ils aillent aux États-Unis tous les trois au nom de l'AES pour parler avec Donald Trump et lui parler de l'Afrique. Nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes aller parler de nous là-bas, parce que nous savons même ce qu'ils vont dire de nous. Il est important que nous puissions parler avec le président des États-Unis et lui dire que ces pays-là, c'est notre pays à nous tous. Il ne peut pas s'en accaparer et chasser tous les Africains simplement parce que lui, il pense ainsi. Non, sa vision est une vision qui est justement tout à fait raciste, que nous devons absolument dénoncer. Donc, moi, j'appelle nos présidents là à faire ça, et j'appelle aussi notre population africaine qui est aux États-Unis, mais de se mobiliser. Ils doivent se mobiliser politiquement. Moi, je demande que le mouvement de BLM là, qui est sorti il y a quelques années, mais qu'il devienne maintenant un parti politique pour défendre, justement, pour avoir des arguments de ce point de vue-là. Parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons défendre, nous devons défendre nos frères, nous devons défendre les Africains,
Pour les Africains qui ont droit à la vie, on ne peut pas les exposer de cette façon-là. Donc moi, j'appelle tout le monde à une mobilisation générale pour que nous puissions, avec, avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup de sérénité, pouvoir défendre l'Afrique. Parce que l'Afrique ne peut pas être exposée à la mort, les Africains ne peuvent pas être exposés comme ça à la mort, que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Non, les Africains sont des humains comme tous les autres. Ils ont le droit de vivre partout. L'Afrique du Sud a le droit de vivre. Donc moi, je reviens à l'Afrique du Sud pour terminer, pour dire que la terre africaine de l'Afrique du Sud appartient aux Africains qui y vivent. Donc il n'est pas question que les Africains soient simplement exclus, qu'ils soient des parias sur leur propre terre. La terre africaine de l'Afrique du Sud, c'est une terre pour les Africains. Et les Africains du Sud, comme tous les Africains de partout, n'ont jamais rejeté personne. Déjà, depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, nous accueillons tout le monde. Parce que pour nous, les humains, ce sont des humains. Tous les humains sont des humains. Nous ne faisons pas de distinction. Simplement, nous demandons qu'il y ait le respect. Quand on arrive chez nous, on nous respecte. C'est tout ce que nous demandons. On ne vient pas prendre notre place, on ne vient pas nous jeter dehors, on ne vient pas installer des bases militaires pour nous tuer. On vient en tant qu'amis pour vivre avec nous et non pas pour venir nous massacrer et nous jeter dehors, nous mettre dans des bantoustans. Ça doit s'arrêter. Le président Donald Trump doit prendre cela en considération et demande à nos dirigeants, notamment ceux de l'AS, de prendre cette question ici en considération et de ne pas la minimiser. Ce n'est pas une affaire que de l'Afrique du Sud, c'est une affaire de l'Afrique entière. L'Afrique du Sud, on commence toujours par un pays, et puis demain, ça sera le Mozambique, ça sera le Zimbabwe, ça sera la Namibie, et ça va continuer. Parce que c'est comme ça. Quand tu commences avec un pays comme celui-là, et que tout le monde regarde, ne fait rien, demain, merci, ça sera c'est l'Afrique entière de toute façon qui est visée. Donc voilà comme ça que je voudrais lancer cet appel pour que tout le monde puisse comprendre que ce qui se joue là-bas, c'est une question de vie ou de mort pour nous tous. Merci à vous, professeur Pini Sassaya. Tallo, comment est-ce que vous entrevoyez cette situation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud? Le professeur Pini Sassaya a dit quelque chose quand même qui parle d'un début qui semble parfois être petit, après ça prend de l'ampleur. Est-ce que là, il ne s'agit pas notamment d'une position des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique de manière générale, parce que l'Afrique du Sud, quand même, c'est l'un des pays qui a mis en exergue cette population assez complexe entre la vie des Blancs et des Noirs, et en voyant le traitement que les Blancs ont eu à infliger aux Noirs, mis à part des colonisations qui sont faites un peu partout en Afrique. Votre lecture sur cette situation, ou est-ce que nous sommes en train de partir? Tallo? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, vous avez levé un peu le ton, bien vous rapprocher encore du micro. Fermez votre micro et vérifiez un peu, vous semblez avoir fermé votre micro. Voilà, donc, voilà, allez-y, on vous reçoit. Voilà. Alors, moi, je disais que moi, je ne suis pas étonné de l'attitude des États-Unis. Ce qui est nouveau dans ça, c'est que Donald Trump ne cache pas, lui, il va directement, en fait, il dit les choses, il va dire avec son équipe, il ne se cache pas, c'est-à-dire qu'il montre vraiment qu'il est un conquérant, il montre vraiment qu'il est un esclavagiste. Si pour ne pas passer par mille chemins, il montre vraiment que je veux tout par la force. Je veux, et je veux le prendre par la force. C'est seulement la différence. Les autres utilisent des moyens un peu détournés pour nous tromper, mais lui, il est venu, il veut tout prendre par la force. Il a commencé par les siens même. Hein. Il a commencé avec le Canada, comme je le disais à l'entrée tout à l'heure. Il a commencé avec le Groenland. Il a déclaré, je vais les prendre. Il n'est pas passé par 4 chemins. Et je le disais ici. Et sur le plan, si c'est eux entre eux, il n'y a pas de problème, puisqu'ils veulent s'agrandir. Ça, c'est leur problème. L'union fait la force, il le sait.
Et sur ce point-là, c'est pour ça que j'ai interpellé nos présidents de l'AES en disant que vous devez vous réunir. Il ne faut pas faire cette réunion de facettes-là avec la mise en place de quelques militaires, la diplomatie. Non, on veut un président. On veut un président. Donc, lui, il est allé droit au but. Donc, ça n'étonne pas. C'est sa méthode de conquérir, de prendre tout par la force. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours été. Donc, prendre tout par la force. Ils ont tout ce qu'ils ont pris, ils ne l'ont jamais eu légalement. Ils ont arraché par la force. Aujourd'hui, si vous le voyez négocier avec la Russie, c'est parce qu'il sait que la Russie a le matos militaire. Bush le sait, je dis Bush, Trump le sait. Il sait que la Russie a le matos militaire. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que vous le voyez négocier avec la Russie. Mais sinon, si il s'était rendu compte que la Russie n'avait pas le matos militaire, il allait faire la même chose, continuer d'abord. De toutes les façons, c'est lui-même qui a dit que c'est lui qui avait commencé à livrer des missiles à l'Ukraine et que le président Obama, qui aussi a détruit l'Afrique, n'avait rien fait. Vous voyez déjà. Ensuite, j'aimerais remercier, dire déjà, féliciter cet ambassadeur de l'Afrique du Sud, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, d'habitude, c'est l'inverse qui se passe. Les ambassadeurs occidentaux qui sont chez nous sont comme les présidents des pays africains, dans nos pays. C'est eux qui font la politique, c'est eux qui dictent, c'est eux qui dirigent. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors qu'en même temps, nos ambassadeurs des États africains qui sont en Occident, eh bien, ces ambassadeurs-là, ben, ont la bouche fermée, même si on se fait brutaliser, même si on piétine sur nos droits, comme on le voit, hein, et qui continue, nos ambassadeurs ne disent rien. Et de voir maintenant que des ambassadeurs africains puissent commencer aussi en Occident pour pouvoir, des Africains puissent commencer à s'exprimer, aussi à prendre position, tout en étant en poste dans ces pays-là, c'est quelque chose que nous devons féliciter. Et c'est pour ça que je dis, je le félicite. Je ne suis pas d'accord avec les propos du président, de notre président. Moi, je suis africain, donc je suis sud-africain aussi. Le propos du président sud-africain te dit qu'il faut on veut continuer à collaborer paisiblement avec les États-Unis. Bien sûr, on veut continuer à collaborer avec tout le monde, mais dans de telles circonstances, ce n'est pas ce genre de discours qu'il faut tenir. Vous avez là en face de vous des gens qui ne connaissent que la violence. Vous avez des gens qui, c'est la loi de la jungle, la loi du la jungle, oui, c'est ça. Vous avez des gens qui, quand ils vous donnent un coup, le coup, ça peut être un coup physique, ça peut être un coup verbal, ils s'attendent à ce que vous réagissiez. Ils ont limogé ou ils ont expulsé notre ambassadeur en Afrique du Sud. Notre réaction ne devait pas être de dire que nous, on souhaite, on regrette, non. Notre réaction devait être aussi forte. On expulse leur ambassadeur. Il n'y a que ce langage-là qu'ils comprennent malheureusement. Vous le faites, nous faisons aussi pareil. Vous prenez des sanctions. L'Afrique du Sud a quand même, l'Afrique du Sud n'est pas le Cameroun. L'Afrique du Sud n'est pas le Congo, Brazzaville. L'Afrique du Sud a quand même ce qu'il faut et qui est un pays développé. Il fabrique même des avions, il fabrique des avions militaires, il a fabriqué beaucoup de choses. Il avait même la bombe atomique. Avant qu'eux, ils viennent par l'apartheid, nous enlever cette bombe atomique parce que, ben voilà, il ne fallait pas que ça tombe entre les mains des Africains. Donc, la réaction de notre président Ramaphosa aurait dû dire tout de suite, de son ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur ou l'ambassadrice, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui est en ce moment en Afrique du Sud, des États-Unis, est persona non grata aussi. Immédiatement. Il n'y a pas de négociation. C'est une erreur que font certains dirigeants ou la majorité des dirigeants africains en disant nous allons privilégier, essayer baisser le ton en face
Quand je dis eux, c'est-à-dire certains de ces Occidentaux, nous allons baisser le ton et puis après les choses ils vont nous, c'est comme si on a commis un péché en fait. Ils vont nous pardonner en fait. S'il faut aller au fond, ils vont nous pardonner ou ils vont essayer de... Non, ça marche pas. Vous dites, c'est comme je donne un exemple pour que vous compreniez bien. Vous voyez le sorcier ou la sorcière. Le sorcier, quel que soit ce que vous le faites de bien, il va toujours vous attaquer. Même si vous le nourrissez, il va chercher à vous tuer. Vous savez pourquoi il le fait ça? Je vais vous dire aujourd'hui. Il le sait bien que vous le nourrissez physiquement. Mais lui, il a la possibilité, le pouvoir de voir en vous quelque chose de plus important que vous avez sur le plan spirituel, qui dépasse le physique, qui dépasse la nourriture physique que vous lui donnez. Et il veut cette chose-là, il veut votre étoile. Donc ils s'en fout parce que la nourriture pour lui, ça ne sert à rien, ça c'est pas ça l'important. L'important, c'est quelque chose de plus puissant que vous avez. Voilà pourquoi le sorcier cherche à vous tuer, malgré que vous le nourrissez. Donc, en face de cette situation, quand notre président africain se contente de dire « Non, on va essayer de baisser le ton », c'est comme ça, on va leur faire des concessions qu'ils exploitent avec nous, comme au Congo. Notre président, moi en tant que Congolais, pas tel africain, notre président du Congo, RDC, enfin, je n'aime pas ce terme-là parce qu'on nous a divisés, qui dit pour résoudre le problème de la guerre que nous avons là-bas, il va falloir aussi demander aux Américains de venir investir directement. Ils pensent que c'est une solution, ils pensent que c'est avec ça que les Américains vont arrêter de pouvoir nous tuer. Ils ne vont jamais arrêter de nous tuer parce qu'ils savent que nous avons quelque chose qui brille beaucoup plus que ça. Eux, ils veulent le trouble. Ils vont toujours continuer d'utiliser le Rwanda pour pouvoir nous malmener. Et ça se passe partout. Même en RCA, on a fait des concessions aux Américains en pensant que c'est eux qui vont calmer la situation. On a fait c'est eux, mais le président Touadéra avait sorti même que beaucoup de contrats miniers, c'est les États-Unis qui détiennent, c'est pas la Russie. On leur a fait ça pour dire que comme ça, ils vont se calmer. Même la France aussi a des contrats miniers là-bas. Donc, c'est une erreur que nous disons à nos chefs d'État. Vous pensez que c'est en faisant ça, en leur faisant des concessions qu'ils vont vous laisser. Non, ce qu'ils veulent, ils veulent que vous disparaissiez. Ils ne veulent pas de vous. Donc, en face de gens qui ne veulent pas de vous, ils veulent tout, vous devez vous battre. Battez-vous. Battez-vous par tous les moyens issus, même pincer tout petit peu. Ils vont sentir que, mais cette personne-là, quand même, a réagi. Ils vont réfléchir la prochaine fois pour le faire. Donc, le docteur Atangana, le docteur Pili Pili ont déjà dit beaucoup de choses sur l'histoire de ce qui comment on est arrivé. Vous avez 7% de terre, qu'on a seulement 7% de terre qu'ils ont donné à 80% de la population qui est africaine. Donc, 93% des terres arables et des terres en général sont détenues par des envahisseurs. Comment vous pouvez comprendre ça? Lui, il parle de l'histoire. En fait, Donald Trump, quand vous suivez son raisonnement, il se dit les terres appartiennent d'abord aux conquérants, à nous, les descendants des conquérants. Les terres qui sont en Afrique du Sud, donc c'est leur terre, on est en train de leur prendre. Mais s'il parle de l'histoire, il faut pas qu'il s'arrête en chemin. Il faut qu'il remonte loin dans l'histoire. Et si on remonte loin dans l'histoire, les terres appartenaient à qui? C'est ce que disait le docteur Pili Pili, le docteur Atangana. Talo, le micro a été coupé. On va revenir à vous. On va d'ailleurs demander à la rédaction de pouvoir nous afficher les contacts, notamment, pour que nous puissions déjà activer la première séquence des appels. Mais nous espérons que vous étiez déjà au terme de votre propos. Cependant, pour sortir avec un autre regard sur ce sujet d'accueil, pendant que nous attendions au standard, Henri Atangana, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez percevoir désormais cette question qui
chauffe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Talon Talon a dit quelque chose qui était très important. La réaction sud-africaine semble avoir été très molle. Elle n'a pas été une réaction un peu comme on l'a connue avec le Mali, quand il chauffait à la France. Lorsque ça n'allait pas, le Mali expulsait l'ambassadeur de la République de France hors du territoire malien. Et on a vu aussi quelque chose qui est quand même qui a retenu notre attention, peut-être qu'on n'a pas eu trop à en parler, lors notamment du vote sur la résolution portant notamment la paix en Ukraine, qui avait été votée du côté de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. L'Afrique du Sud était parmi les pays qui avaient fait preuve d'abstention, à dire qu'ils ne se sont pas prononcés, quoi qu'étant présents, n'ont pas manqué à cette réunion, un peu comme le Cameroun qui avait été absent. L'Afrique du Sud ne s'était pas prononcée. Pourtant, nous savons clairement que cette Afrique du Sud est alignée avec la Russie dans les BRICS. Le S, bien sûr, c'est pour South Africa. Mais comment comprendre que, face notamment aux États-Unis, cette Afrique du Sud met la pédale assez douce? Est-ce que c'est parce qu'on privilégie les enjeux, je vais le dire, diplomatiques qui sont peut-être importants, ou il peut y avoir d'autres éléments géopolitiques? Comment est-ce qu'on peut comprendre finalement la position sud-africaine? On rappelle qu'à tout moment qu'il y a un instrument en appelant, on va devoir le prendre avant d'engager le sujet sur la Côte d'Ivoire. Oui, il y a beaucoup de choses que les Africains ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, à côté de la puissance militaire, il y a une puissance économique et financière. Et je l'expliquais dans une émission sur votre chaîne il y a 2-3 jours. À partir du moment où il y a une dépendance économique entre deux pays, c'est forcément une dépendance géopolitique. Souvenez-vous, quand la guerre commence en Ukraine, les États-Unis s'inquiètent de la dépendance de l'Europe à l'énergie russe. Si je dépends de vous en énergie, je suis obligé d'être conciliant avec vous. C'est une dépendance. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que j'explique tout ça? C'est parce que nous avons créé des dépendances avec ces pays. La première sanction des États-Unis, c'était, vous vous souvenez, annuler les aides américaines en South Africa, en Afrique du Sud. Vous vous souvenez très bien, le président Cyril Ramaphosa avait d'ailleurs répondu aux États-Unis en leur disant on peut bien se passer de leur aide. Ça veut dire que quand je viens et que je vous aide, ils disent d'ailleurs souvent que c'est des aides, ils ne disent jamais que ce sont des prêts ou des... C'est toujours comme ça qu'ils présentent la chose. Vous vous souvenez de l'aide qu'on a apportée à l'Ukraine? L'aide. Vous avez entendu aide. Monsieur Trump, lui, dit pas aide. Hein? Il dit j'ai donné 256 milliards. D'abord, je ne sais pas où c'est parti, parce que le président là ne peut pas me dire ce qu'il en a fait. Ensuite, il doit me rembourser cet argent. Pendant toute la guerre, vous avez entendu aide. Vous avez pris ça au premier degré. Qu'on donne. On ne donne pas, ce n'est pas des dons. Aujourd'hui, on vous dit, mais parce qu'on a donné, nous, on veut les terres rares. Pourquoi j'explique tout ça? C'est pour dire que, qu'est-ce qui se passe entre l'Afrique du Sud et les États-Unis? C'est qu'il y a des relations commerciales. Et ces relations entraînent des dépendances. Et ces dépendances font qu'après, vous réfléchissez avant de poser les actes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pays de ce qu'on appelle le Sud global, dont les BRICS, essayent aujourd'hui de quitter ce monde dit monopolaire pour un monde multipolaire. Vous vous rendez compte que toutes les transactions du monde passent par un système dit SWIFT, dont les ordinateurs sont aux États-Unis. Ça veut dire que là, Trump peut dire je sanctionne l'Afrique du Sud.
Et l'Afrique du Sud devient incapable de rien acheter dans le monde. Même pas l'antibiotique. Ça passe. Parce que quand on vous dit le système SWIFT, vous applaudissez, oui, mais il appartient aux États-Unis. Quand on vous dit que la monnaie mondiale, c'est le dollar, une propriété américaine, au point où Trump a décidé de l'extraterritorialité des lois américaines pour ceux qui utilisent le dollar, tout en sachant que tout le monde utilise les dollars. Ça veut dire qu'il peut appliquer les lois, lui, américain, chez toi, que tu n'as jamais voté, que ton Parlement n'a jamais voté, que les lois. Parce que comprenons bien ce que c'est qu'une loi. Une loi, c'est voté par un peuple dans un Parlement. C'est pour ça qu'on te l'applique. Parce que tu l'as accepté, parce que tu l'as voté. C'est ça une loi. Les lois ne viennent pas de Dieu. Dans ce qu'on appelle les systèmes démocratiques, les lois sont votées par le peuple pour le peuple. C'est pour ça qu'on nous les applique. Ça veut donc dire qu'on t'applique des lois parce que tu as voté pour les parlementaires qui te représentent à l'Assemblée nationale et qui sont, c'est ça qu'on appelle le pouvoir judiciaire. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, du point de vue international, il est communément admis que quand je vais dans un autre pays, les lois de ce pays me sont appliquées. On te le dit à l'avance. C'est la norme internationale. Mais dans ton pays, on t'applique des lois parce que tu les as votées toi-même à travers le Parlement qui représente le peuple. Mais l'extraterritorialité du dollar, tu n'as rien voté, hein? Tu n'as pas demandé que le dollar soit la monnaie du monde. Mais on t'applique les lois américaines parce que tu utilises le dollar. Donc vous comprenez alors pourquoi je ne dédouane pas Cyril Ramaphosa. Je vous explique juste la complexité du monde. Où tu te dis, oui, d'accord, dès que je vais commencer le bras de fer avec Trump, il va d'abord commencer par enlever les aides. Quel sera le deuxième niveau? Est-ce qu'il va m'éjecter du système SWIFT? Ils ont voulu mettre la Russie à terre comme ça. Mais la Russie s'était préparée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de préparer un autre système mondial pour pouvoir faire des échanges parallèles au SWIFT, mais qui dépend du Sud global et des BRICS. Il n'est pas encore totalement effectif. Il faut absolument que les pays apprennent à varier les partenaires de façon à ce que si on te coupe du système SWIFT, que tu puisses faire des transactions dans un système autre. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent les chefs d'État un peu tatillons, parce qu'ils se disent, bah oui, ça c'est la première sanction. Il y a la deuxième sanction, la troisième sanction. C'est comme ça qu'ils ont voulu mettre la Russie par terre, en utilisant l'Ukraine comme un pays proxy. Et on fait la guerre par proxy. J'explique aux gens, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on parle de proxy. C'est parce qu'en informatique, il y a un serveur qu'on appelle, quand vous envoyez une requête sur un serveur, vous passez par un serveur de protection qu'on appelle le serveur proxy. C'est celui qui analyse votre requête avant, mais vous ne voyez pas ça. Donc, c'est lui qui protège le serveur. C'est pour ça qu'on parle de guerre par proxy. L'Ukraine est un proxy, c'est-à-dire qu'en fait, l'OTAN fait la guerre à la Russie à travers l'Ukraine. C'est pour ça qu'on parle, on dit que pour ceux qui ils se demandent souvent, parce que c'est aussi quand même aussi notre rôle d'expliquer ce qu'on entend souvent. Quand vous entendez souvent que l'Ukraine est un proxy, fait la guerre par proxy, ça vient d'un terme informatique qu'on appelle le serveur proxy, qui est en réalité le serveur que vous attaquez quand vous envoyez les requêtes qui permettent de protéger le vrai serveur. Et c'est le vrai serveur vous envoie, vous répond, mais à travers ce serveur proxy. C'est pour ça alors qu'on dit que vous entendez dans la littérature que l'Ukraine est un proxy pour les pays de l'OTAN. Très bien. Elle n'est utilisée que pour affaiblir l'URSS. Il y a eu les sanctions, vous vous souvenez du ministre français qui expliquait qu'il va mettre la Russie par terre en 2 jours. Vous vous souvenez? Mais vous vous souvenez le nombre de sanctions qu'il y a eu contre la Russie? Ils ont gelé les avoirs russes. Geler les avoirs russes, je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Russie a des dollars aux États-Unis. Comme c'est des dollars, c'est dans une banque américaine, je prends, je gèle, je viole la loi de la propriété privée. Ils ont violé les avoirs russes en euros. D'ailleurs, ils sont encore en train de dire qu'ils vont prendre ce qui appartient à la Russie en euros, ils vont prendre les intérêts de ça pour financer la guerre en Ukraine. Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. Voilà ce dont les chefs d'État ont peur.
Voilà pourquoi vous voyez que Cyril Ramaphosa, il y va quand on lui a dit qu'on arrête l'aide américaine, il est sorti, il a dit on peut vivre sans ça. Maintenant, là, il va mollo parce qu'il a peur d'une flopée de sanctions qui pourrait mettre son pays à terre. En fait, vous ne vous rendez pas compte qu'en développant les relations commerciales avec les États-Unis, vous devenez prisonnier parce qu'elle va contrôler votre rapport. Il y a une relation étroite entre la géopolitique, l'économie, les finances, le militaire. On utilise l'économie comme une arme. J'essaie d'expliquer pourquoi Cyril Ramaphosa, vous le voyez, un peu moins belliqueux. Il n'est pas seul. Il redoute qu'après qu'on le sorte du système SWIFT, qu'on bloque tous ses avoirs en dollars, et puis qu'il se retrouve dans une situation de panique. Parce que le peuple, il ne va pas comprendre. Notre rôle, c'est qu'on apprenne au peuple à comprendre. C'est la raison pour laquelle vous voyez, que évidemment, Talou a raison. On devrait pouvoir aussi répliquer. Mais avant de répliquer, armons-nous. Apprenons à être autonomes, très peu dépendants des autres. On sera beaucoup plus fort. C'est impératif. Et ils ont créé nos pays après les indépendances pour que ces pays soient dépendants. Ce n'est pas par hasard que vous voyez qu'on ne fabrique rien. Ils ont pensé l'après-colonialisme pour que nous ne fabriquons rien. C'est pour ça qu'ils ont appelé la République bananière. Ça veut dire qu'on produit du café, on leur donne. La seule dépendance qu'ils ont en nous, c'est qu'on peut décider qu'on ne leur vend plus le cacao, on ne leur vend plus le café, ils mangent plus le chocolat. Vous voyez que c'est quand même faible par rapport au fait que même les antibiotiques, on ne fabrique pas. L'aspirine, on ne fabrique pas. Bah oui, il n'y a pas d'usine de fabrication de l'aspirine. Il n'y a pas d'usine en Afrique. En Afrique, vous regardez toute l'Afrique, c'est le même système. Et ils nous ont dit, non, vous n'avez pas besoin de fabriquer les médicaments, vous n'avez pas besoin d'hôpitaux. Vous viendrez vous soigner chez nous. Et quand un ministre est malade chez nous, il prend l'avion. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait un budget après les indépendances prévu pour les évacuations sanitaires. Tout un budget. Et on déposait ce budget, c'était comme une assurance à l'avance. Si bien que quand on n'évacuait pas les gens, ils gagnaient de l'argent pour rien. Nous forçons alors à évacuer nos ministres. Les gens ne savent pas ça. Les hôpitaux chez nous, ce n'est pas leur société qui venait les construire. Pourquoi quand ils construisent chez eux, ça se porte bien? Quand ils construisent chez nous, c'est bien. Les routes, ce n'est pas leur société qui venait construire. La qualité même de la téléphonie mobile. Mais attendez, vous allez chuter, Henri, pour que nous puissions avoir un peu de moment pour le second sujet. Vous avez Orange Cameroun. Quand vous appelez là en téléphonie mobile, vous avez des problèmes. Le même Orange en France, la qualité superbe. Expliquez-moi pourquoi je sors par là. Merci à vous. On a eu des appelants qui se sont prononcés, mais qui ont semblé encore être intéressés par vos développements. On va directement donc engager le sujet sur la Côte d'Ivoire, où Tidjane Thiam, qui est le président du PDCI, s'est donc exprimé lors d'une rencontre avec les militants de son parti. Il a souligné, bien entendu, un ton qui a été tellement dur envers le président Ouattara. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexer sur un article 48 sur la nationalité, une sombre loi que personne ne connaissait. Une sombre loi que personne ne connaissait. Je voudrais engager ce sujet avec vous. Tallo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une année électorale et il y a beaucoup d'enjeux qui se préparent justement pour cela. Le président qui gère encore les fonctions a toujours été dubitatif par rapport à « je vais partir, je ne veux pas partir ». Le goût du pouvoir a tellement pris de l'ampleur qu'il a eu des effets au point qu'on a peur des potentiels adversaires qui peuvent venir nous déclasser. C'est le cas notamment avec Tidjane Thiam, qui depuis lors où il s'est engagé pleinement dans cette course à la présidence semble faire véritablement de l'ombrage au président Ouattara. Et ce dernier a bien sûr
évoqué. La question de la nationalité dont Tidjane Thiam, selon lui, n'est pas du tout complète. La question de l'ivoirianité qui revient toujours au rendez-vous. Alors, cette sortie du président du PDCI, comment est-ce que vous la voyez? Vous la voyez également comme une sorte de réaction pour tenter de faire déjouer voilà, on nous signale qu'il y a un appel, on va d'abord le prendre, vous allez nous permettre de prendre. Au téléphone, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Eric depuis l'Espagne et je salue monsieur Tangana. Je salue monsieur Talo Talo, très content de le revoir parce que j'étais un peu préoccupé, mais c'est bon. Et le professeur Pili Pili aussi. Moi, c'est tout ce que je veux dire, je vois qu'on revient sur le même point. Je crois que, je ne sais pas, peut-être que c'est l'incapacité de nous-mêmes d'avoir des projections pour le futur, parce que je n'arrive pas à comprendre. Normalement, le président de l'Afrique du Sud devait appliquer la réciprocité. Et quand je vois, il faut qu'on s'en sorte de la victimisation. Il est temps, pour moi, franchement, en tant qu'Africain, il est temps qu'on sorte de la victimisation. La démographie africaine, c'est plus de 1 milliard et quelques, 500, je ne sais pas. La démographie européenne, c'est 300 millions ou la démographie des États-Unis. Mais on les bat. C'est le moment qu'on s'unisse d'une manière. Pour moi, il faut que l'Union africaine ou la fédération soit d'une manière violente et qu'on cesse de parler parce que sinon on va tourner en rond. Regardez l'AES, ça fait, je sais pas, ça fait plus d'1 an. La confédération, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous attaque, pourquoi ils attaquent pour faire sortir la monnaie. Pour moi, on n'est pas encore libre. Tant qu'on n'a pas la monnaie de l'AES, on serait en train de tourner en rond, de parler des bases militaires. Et je vois que les dirigeants africains, ils sont impossibles de prendre des décisions. Impossible. Et c'est vraiment humiliant, c'est vraiment humiliant. Et pour moi, il est temps qu'on se dise, on est incapable. En tant qu'Africain, je vois qu'on est incapable. Il ne faut pas qu'on jette chaque fois, on rejette les problèmes qu'on a. Il faut on a des problèmes endogènes. On a de sérieux problèmes. Donc, merci pour tout ce que vous faites, parce que chaque fois, on remet sur les mêmes problèmes, l'esclavage, la traite négrière, la colonisation. La Chine a été colonisée. L'Inde, mais regardez là où ils sont. Pour moi, franchement, dans ma vie, j'essaie de sortir de la victimisation. Il faudrait qu'on prenne les choses sérieux et on laisse les autres. Ils font ce qu'ils doivent faire et nous, il faut qu'on s'assoie entre Africains. Et comme moi, je parle de l'Africain, je parle des Noirs. Franchement, parce qu'on est marginalisé partout, que vous allez en Amérique, que vous allez et dans tous les pays du monde entier, les Noirs sont marginalisés. Donc, il est temps. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites, Eric, depuis l'Espagne. Merci à vous, Eric, depuis l'Espagne. Talo, je vous pose la question de savoir, est-ce que un autre appelant, on va encore rester au standard. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher frère, bonjour, cher panel. Bonjour à vous, bonjour. Et merci de m'avoir donné la parole. C'est le jeune panafricain depuis la Côte d'Ivoire. Alors, ce matin, je suis d'accord avec le premier appelant qui vient d'intervenir. Il faudrait qu'on quitte cette affaire de colonies, traite négrière. Il faudrait qu'on quitte dedans. Il faut que les autorités de chaque pays prennent une décision comme l'AES. Pour pouvoir travailler, créer des entreprises. Comment faire pour s'en sortir de franc CFA? Voilà. Mais parler toujours des mêmes problèmes, ça nous étouffe. Et quand on appelle, on ne sait plus quoi dire. Voilà. Quand on appelle, c'est comment faire pour libérer, comment faire pour tant. Il faudrait qu'on sorte dedans. Il faudrait qu'on sorte dedans. Et le journaliste vient de parler de Tidjane Thiam. Afin de Tidjane Thiam, je vous ai toujours dit que c'est un imposteur. Moi, j'ai toujours dit ça et je vais toujours le dire et je vais dire ça à chaque jour que je fais. Afin de Tidjane Thiam et Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, les deux là, c'est un jeu, ils sont en train de jouer.
Ils font comme s'ils ne sont pas d'accord. Pour nous mélanger des esprits, ils sont d'accord, ils se connaissent. Voilà. Ils sont tous dans la même boîte. Voilà, ils sont remplaçants. Donc, ils veulent nous faire croire que non, il n'est pas d'accord avec Ouattara. Ouattara, c'est un dictateur. Comme ça, non, hein? C'est pourquoi ils vont lui passer le flambeau. C'est pourquoi il est en train de faire ça. Donc, pour lui, là, pour lui, là, ça ne me dit rien. Voilà. En fait, ça ne me dit rien absolument. Mais je vais dire aux Ivoiriens, il ne faudrait pas qu'on pleure demain. Demain, la personne qui va pleurer, en fait, il va disparaître. Excusez-moi de ça, mais il va disparaître. Il ne faudrait pas qu'on pleure demain. Parce que lui qui va remplacer Alassane Ouattara, il est plus pire que lui. Voilà, le PDCI, là, quand il va commencer à travailler un an après, il va les vider tous. Il va prendre ses gars pour venir le mettre. Donc là, ne le fais pas confiance. Ça seulement, il faut que je dise aux Ivoiriens. Et je m'arrête là. Merci de nous avoir donné la parole. Sinon, à faire de la tête d'une direction, ça, il faudrait que les Africains créent des entreprises pour former les leaders, les enfants, les étudiants. C'est tout. Merci et bonne journée. Et bon début de semaine. Merci également à vous pour le jeune panafricain depuis la Côte d'Ivoire. Au standard, bonjour, bienvenue. Voilà, donc on va revenir sur le plateau. D'ailleurs, même le jeune panafricain a engagé le sujet sur la Côte d'Ivoire, mais les points de vue et les vôtres également nous intéressent. Talor, j'étais avec vous. Comment est-ce que vous trouvez, quelle analyse, quelle explication vous faites de cette sortie de Tidjane Thiam qui s'oppose au 4e mandat en cours de téléchargement d'Alassane Ouattara? J'ai essayé un peu de faire une petite historique de leurs relations qui sont tendues depuis quelque temps. J'ai un problème de vidéo aussi, désolé. Alors, j'espère que vous m'entendez. On vous entend. Voilà, alors ce que je peux dire par rapport à la déclaration de Tidjane Thiam par rapport à la question de nationalité, question de constitution, bon, dans la logique, c'est logique ce qu'il dit. Quand il dit que la constitution est au-dessus de tout et que l'autre, c'est-à-dire l'actuel président de la Côte d'Ivoire a violé cette constitution, c'est pas à lui de venir faire la morale ou alors venir dire qui a la nationalité, qui n'a pas la nationalité. Ça, je parle de la logique. Et en suivant la logique aussi, nous avons aussi eu ce problème de nationalité avec Ouattara à l'époque. Tout le monde sait que Ouattara n'est pas de nationalité ivoirienne, mais qu'il est devenu, et il est devenu grâce au président Gbagbo via l'intermédiaire de l'un des anciens présidents de l'Afrique du Sud. Ça, nous le savons. Et donc, ces questions liées à la nationalité, tout ça, je pense que si Ouattara soulève ces questions, c'est juste on va dire des astuces toujours pour essayer de faire ombre à ceux qui pourraient potentiellement le concurrencer. C'est ce que je peux dire. Maintenant, s'il faut maintenant aller plus en profondeur, ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est que quand vous regardez Ouattara ou vous regardez Tidjam, qui aussi se présente comme qui veut devenir président, nous n'avons pas vraiment de profondeur, un peu de profondeur sur vraiment le côté panafricanisme de Tidjam. Nous voyons en lui plus un candidat qui serait un potentiel candidat qui jouerait pour le compte de l'Occident. Je ne parle pas de son parcours, je ne dis pas parce que lui, il a travaillé en Suisse, il a été directeur de crédit. Moi aussi, je travaille en Suisse. Moi aussi, j'ai travaillé dans une banque. Et donc, on pourrait aussi dire pour moi, c'est pas de ça. Mais on l'a jamais vu prendre une position panafricaine. On l'a jamais vu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a l'histoire de France CFA, il a travaillé dans les banques. L'histoire de France CFA qui continue toujours. On a
on a des sujets très brûlants sur lesquels nous intervenons, malgré notre position aussi. Ce que nous occupons comme fonction, le docteur Atangana, qui est en Belgique, et qui, malgré aussi les positions qu'il occupe, lui ne passe pas par quatre chemins quand il s'agit de dire la vérité, de pouvoir éveiller notre population. Moi, on ne fait pas rien ici, hein. Quand on est devant les plateaux, quand on parle, les gens pensent que des fois, peut-être qu'on n'a rien à faire. Non, moi, si je dois parler de moi, j'ai occupé des très hautes fonctions au niveau technique, ingénieur, ingénieur en informatique, ingénieur en système d'information. Nous ne sommes pas là seulement des blabla, hein. On ne fait pas que du blabla, mais on éveille notre peuple et on prend le risque de pouvoir nous exprimer. On sait qu'on peut tout perdre ici, mais il y a quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus, c'est de défendre notre communauté, d'essayer de pouvoir aider notre communauté. Et lui, Tidjane, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne dis pas qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tout commence par la parole. Quelles sont ses prises de position par rapport à ce que la souffrance du peuple africain? On va dire, oui, c'est un économiste, oui, il a su gérer une banque, donc on a la forte probabilité qu'il va gérer bien. Non, ça n'a rien à voir la politique avec la gestion, une gestion. C'est pas parce que quelqu'un a géré, comme on a dit à un frère du Mali qui a géré la NASA et on a dit que lui, il pourra gérer le Mali. C'est pas pareil. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est pas la même chose. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Hein? On a besoin d'autres encore, comme on le voit ici. Par exemple, au Burkina Faso, avec ses présidents qui n'ont pas été des gestionnaires, mais qui gèrent bien le pays. Il y a la détermination, il y a tout ça qui rentre en compte. Moi, je pense que si Tidjane se place facilement, sans protestation, on n'a pas vu de protestation par rapport à l'Occident comme on le voit. Si je prends par exemple un autre cas en Europe, en Roumanie, celui qui avait gagné les élections, l'Union européenne a vu que c'est quelqu'un qui veut la vérité, qui ne veut pas de la guerre. Et on a dit qu'il est pro-russe. On a annulé les élections. Quand on a voulu reprogrammer les élections, on a tout fait pour l'écarter, pour que lui ne se présente pas comme candidat. Est-ce que vous pensez que Tidjane Cham est menacé par l'Occident pour ne pas devenir président? Oui, Tidjane Cham, c'est aussi l'autre candidat du régime, c'est-à-dire du régime occidental, pour pouvoir remplacer au cas où l'autre, c'est-à-dire l'actuel président, ça ne marche pas. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des questions qui sont des questions d'ordre, des questions très importantes à qui nous devons adresser des réponses. Ces questions sont, premièrement, notre unité. Est-ce qu'il en parle? Nous, on parle ici, quand on parle avec l'AES, qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir faire comme nous, puisque lui, il a plus de visibilité que nous? Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir encourager en disant qu'il faut créer l'État fédéral? Il l'a dit, vous l'avez entendu une fois, quand l'AES a été attaqué, quand les pays ont été attaqués, combien de fois Tidjane Cham a pris la parole, comme nous aussi qui travaillons en Occident, pour pouvoir dire nous ne voulons pas. Vous l'avez vu s'exprimer quand on parle du franc CFA, puisque lui, il a été gestionnaire, il a été directeur d'une banque, il sait ce que c'est la monnaie, il sait ce que c'est qu'une banque centrale. Lui, il sait mieux que tout le monde. Il sait qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de banque centrale. Au niveau de l'Afrique centrale, il n'y a pas de banque centrale. Il sait que le franc CFA, c'est via le franc CFA qu'on nous domine économiquement et ça va au-delà de ça parce que si économiquement vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous défendre, eh bien, si vous n'avez pas les moyens, culturellement, vous ne pouvez rien faire parce que la culture, pour promouvoir votre culture, il vous faut aussi des moyens. Hein? C'est-à-dire que l'économie reste quand même un levier je ne dis pas reste, mais c'est un levier très important de l'indépendance d'un peuple. Hein? En plus, c'est-à-dire, moi, je place d'abord la culture qui englobe l'éducation, tout et tout, en premier lieu, l'unité en premier lieu, mais l'économie vient pouvoir, c'est un levier qui vient faire en sorte que ces choses-là, on puisse les développer, on puisse être indépendant. Est-ce que lui, il en parle? Je ne dis pas, parce que ceux qui nous écoutent, ils vont dire que Talon serait peut-être en train de défendre Ouattara. Non, puisque Ouattara n'a jamais fait ça aussi. Donc, je n'ai pas besoin de le dire. On a déjà dit ça par rapport à Ouattara.
On sait que Ouattara n'a rien fait pour l'Afrique. On sait que la Ouattara a été toujours pour la France. Et ce n'est pas de sa faute. Moi, je fais partie de ceux qui disent que ce n'est pas de notre faute. On a été aliénés. On a été aliénés pendant des siècles que, si on regarde en profondeur, ces Ouattara, on ne devait pas les accuser. On devait accuser ceux qui nous ont aliénés, ceux qui nous ont détruits mentalement, c'est-à-dire la destruction mentale. Donc, je vois que, pour ne pas monopoliser la parole, je dis, Tidjane, est-ce que c'est vraiment la personne qu'il nous faut? Est-ce qu'il lui est la personne qu'il nous faut pour, en ce moment crucial, où nous avons cette opportunité de pouvoir nous libérer, de pouvoir nous unir? Imaginez demain si Tidjane devient président. Vous pensez qu'il sera prêt à pouvoir, si on crée la fédération, là au niveau de l'Est avec 3 États, il va dire, OK, j'accepte de pouvoir abandonner la souveraineté pour pouvoir rejoindre et que la Côte d'Ivoire devient le 4e, ça dépend de quel pays il va après entrer. Vous pensez que lui, il aura la force, la capacité, la force, la détermination pour pouvoir dire, je vais le faire, qui ne sera pas influencé par l'étranger? C'est toutes ces questions que nous devons répondre. Et ces questions, je le pose sur la table à mes frères et sœurs ivoiriens. Moi, talou africain, je suis ivoirien. Nous devons, avant de pouvoir aller voter, nous devons mettre ces questions sur la table. La question de notre unité doit être la première des choses. L'union fait la force. Et je sors par dire et de rappeler encore, les États-Unis sont 52 États, un territoire vaste, un pays riche. Riche pourquoi? Parce qu'ils ont volé, ils ont pillé ailleurs. Un pays puissant militairement parce qu'ils ont volé, ils ont pillé les ressources stratégiques pour pouvoir concevoir leurs armes. Mais malgré ça, ils veulent toujours étendre leur territoire. Ils veulent toujours de l'espace. Ils veulent des hommes. C'est pour ça qu'ils ont lancé pour dire, nous voulons le Canada, nous voulons le Groenland. Et après, on ne sait pas, ce sera le tour de qui. Cela veut dire quoi? Nous, Ivoiriens, nous devons voir qui aura la force, si nous l'élisons pour les prochaines élections, de dire j'abandonne la souveraineté pour pouvoir faire en sorte que nous retrouvons pas l'empire du Mali, c'est peut-être pas un empereur, mais nous retrouvons un grand espace. Nous retrouvons l'Afrique forte, parce que sans l'unité, sans l'union, on est condamné à rester petit. Un petit Burkina devant les États-Unis, qu'est-ce que le Burkina va faire? Un petit Mali devant les États-Unis, même devant la France, même quand on dit affaibli, qu'est-ce qu'il va faire? Si on n'est pas unis, on est voué à être dépendant, esclave des autres. Merci. Merci à vous, Talou Talou. On va directement aller au standard. Un appelant depuis le Burkina. Bonjour, bienvenue. Ibrahim de Burkina Faso, technicien, caméraman, de vous tous. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont 2 sous-préfets qui se battent là-bas, entre Tcham et Ouattara. Ils cèdent le pouvoir pour défendre les intérêts français. Vous voyez, ça ne regarde pas de tout. Allô? Non. La communication n'est pas du tout assez fluide. On va directement passer vers le professeur Pini. Je voudrais rappeler que, professeur, il peut arriver que nous puissions vous couper pour prendre des appelants parce qu'eux aussi nous permettent parfois de vous prononcer et nous permettent aussi par moment de vous relancer à cause de leurs préoccupations. Alors, vous pensez clairement, de votre point de vue, que la sortie de Tidjane Thiam est une sortie véritablement sans effet. C'est une forme de machination qui est en train de se présenter entre ces 2 personnalités qui, plus ni moins, semblent servir les mêmes intérêts qui sont des intérêts occidentaux.
Sans effet, non. Il y a bien sûr un effet parce que c'est quand même une personnalité importante qui a pris la parole. Et cette parole n'est pas n'importe laquelle. Elle est aujourd'hui commentée dans le monde entier. Ça veut dire que il y a une préoccupation majeure. Donc, il y a quelque chose qui se joue là-bas et nous devons être attentifs. Mais en réalité, ce qui se joue, c'est bien sûr la question de l'alternance, comme vient de dire tout à l'heure. La question de l'alternance en Côte d'Ivoire. Et cette question de l'alternance, c'est la survie de nos peuples, de notre peuple de Côte d'Ivoire et de nos peuples en général partout en Afrique. Et c'est une question qui se pose dans toute l'Afrique, l'alternance politique, c'est-à-dire la gestion politique de nos pays. Pour que nos pays puissent être stables, il faudra qu'il y ait une véritable gestion politique qui soit responsable. Donc, par rapport à ça, maintenant, justement, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons bien que ces pays traversent, depuis la mort de Foutbani, une période de trouble jusqu'aujourd'hui. L'instabilité est permanente. Et dans ces cas-là, c'est la population qui en souffre, bien entendu, parce que la gestion politique qui ne s'occupe pas de la population fait de la population simplement rend la population vulnérable. Donc, c'est donc pour dire que c'est une question importante ici qui se joue, c'est celle de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. La Ouattara pose problème parce que quand même cet homme, il est là depuis des années, il ne doit quand même pas être là éternellement. Il faudra qu'il y ait une alternance. Alors comment cette alternance va se passer? Or, on voit que lui ne veut pas d'alternance du tout. S'il ne veut pas d'alternance, cela veut dire qu'il veut que le chaos s'installe en Côte d'Ivoire et que le peuple de la Côte d'Ivoire puisse encore souffrir. Donc, il est important, effectivement, qu'il y ait aujourd'hui qu'on puisse parler de cette question de l'alternance. Évidemment, lui, en train de jouer, il fait son jeu politique. Il voudrait instrumentaliser tout pour pouvoir se maintenir au pouvoir, le président Ouattara, et que les autres doivent être aussi vigilants. Je crois que c'est dans ce cadre-là que M. Thiam, le président Thiam, le président de son parti, il sort pour dire attention, faisons très attention, voilà ce qui va se passer quand on va passer par tout ça de subterfuge pour empêcher celui-ci d'être candidat, celui-là d'être candidat, celui-là, pour que finalement se retrouve devant personne. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui que ce qu'on appelle l'opposition ivoirienne se ressaisisse et aille parce que le temps presse, hein, on ne va pas attendre à 2 mois pour pouvoir se mettre ensemble. C'est maintenant qu'il faudra se mettre ensemble, dégager une position ensemble et voir comment ils peuvent faire pour prendre le pouvoir. Parce que je veux dire que les panafricanistes en Côte d'Ivoire et partout dans toute l'Afrique doivent se mobiliser pour qu'il y ait pour que l'alternance politique intervienne en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays tellement important pour nous, pour l'Afrique, qu'on ne peut pas les laisser entre les mains de n'importe qui, et donc entre les mains de ceux qui vont les vendre comme ça à l'Occident gratuitement et contre le peuple africain. Donc il faudra que maintenant les panafricanistes en Côte d'Ivoire et partout ailleurs se mobilisent pour de telle façon que l'opposition ivoirienne aujourd'hui, dans laquelle fait partie M. Thiam, se réunissent et dégagent une ligne politique claire pour pouvoir mener bataille afin que la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité. Parce que moi, j'estime que le panafricaniste doit prendre le pouvoir partout, dans tous les pays en Afrique, parce que l'alternance politique que nous attendons ne pourra venir que par ces moyens-là. Mais les panafricanistes ne doivent pas prendre le pouvoir pour eux, comme le font les Ouattara et les autres, tous nos dirigeants actuels, mais prendre le pouvoir pour le rendre à la tradition africaine, parce que nous avons une tradition, notre tradition qui doit diriger, qui doit être le modèle de la direction de nos pays. Donc, il faudra que ce soit des gens qui soient rompus à la tradition, qui comprennent la tradition et qui vont faire que notre tradition va revenir pour amener notre pays vers la prospérité. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, la prospérité que nous attendons ne pourra pas venir autrement qu'à travers notre tradition revue, renouvelée, par des gens qui sont tout à fait engagés sur le chemin de la voie d'une Afrique libre. Et nous voulons une Afrique libre, une Afrique forte.
Mais la liberté, la force de l'Afrique ne peut venir qu'à travers notre tradition. Nous ne pouvons pas être simplement en train de suivre les autres qui nous ont imposé cette affaire d'opposition, de ceci, cela, de cours constitutionnels, tout ce qui est imposé de l'extérieur, sans que nous puissions nous interroger quel est notre bien là-dedans. Qu'est-ce que nous on apporte, qu'est-ce que ça nous apporte à notre peuple, à notre peuple. Donc c'est important, je pense, qu'aujourd'hui, que l'opposition ivoirienne en général se ressaisisse comme ils l'ont fait dans le cas de notre jeune frère Souleymane Koné Gbagbo, que maintenant aussi, qu'ils puissent vraiment se ressaisir et se retrouver et dégager une ligne politique claire afin qu'il y ait une véritable alternance politique en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la sérénité et la paix. Nous ne voulons plus continuer à avoir des morts en Côte d'Ivoire comme on a vu il y a quelques années. Même il y a 5 ans, c'était la même chose. Il y a eu des milliers de morts. Donc nous ne voulons plus ça. Nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire qui va aller de l'avant, qui va se mobiliser pour que l'Afrique s'en sorte. L'Afrique doit s'en sortir, mais c'est à travers maintenant cette classe politique renouvelée, la classe politique réunie qui va en ordre de bataille pour conduire l'Afrique vers de lendemain meilleur. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette question de notre frère Tidiane Thiam. Merci à vous, professeur Pini Sassaï. Et à Tangana, on évoque une question de fiabilité en même temps pour l'homme qui se plaint du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler qu'ils ont été issus au tout départ d'un même parti politique. Et quand je parle de sa fiabilité, c'est bien sûr son élan panafricaniste au panafricain qui n'a pas été démontré à suffisance. Aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire, à travers ses dirigeants, est proche des puissances coloniales, il n'y a que le peuple ivoirien voudrait se défaire de cette façon de faire. Quand on écoute notamment la réaction des peuples ivoiriens au cours de différentes émissions de For You Media Africa ou sur nos plateaux, et cette question du mandat qui a réalisé ces élections, nous sommes en phase, en période électorale, la tenance justement qui se pose. Pensez-vous que Tidiane Thiam, d'abord, s'il en venait effectivement que la posture du président Ouattara était une posture pour faire ombrage à toute personne qui pourrait rivaliser d'adresse, parce que, rappelons-le, Alassane Ouattara est un économiste de haut rang. Il a été directeur du FMI, le Fonds monétaire international. Il y a également que Tidiane Thiam également, c'est un économiste de haut rang. Donc, il y a une question d'idée également, pourquoi pas, peut-être sur le plan du développement économique de la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que Tidiane Thiam a d'abord les moyens de pouvoir tenir? Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait effrayer autant le président Ouattara pour que ce dernier ne soit pas parmi les candidats? Et certainement, c'est une question à plusieurs volets, hein. Et certainement, est-ce que la posture de Tidiane Thiam est une posture légitime ou ça rentre dans une sorte de jeu trouble? Je vous ai posé au moins plusieurs questions, au moins 3 volets. J'ai parlé premièrement notamment de la question de la fiabilité pour l'homme. J'ai parlé de la question notamment du potentiel qu'il a, qui peut sembler poser un problème à l'actuel dirigeant, économiste à économiste. Et puis j'ai évoqué aussi la question d'un jeu, si il est normal ou bien c'est un jeu qui peut être un jeu trouble. Oui, avant de répondre à vos questions, je vais revenir sur un appelant qui a dit que nous nous victimisons. Je ne vais pas répondre, je vais juste lui poser une question. On célèbre la Shoah chaque année. On en parle tout le temps. Avez-vous déjà vu un juif, un seul, appeler pour dire « nous, juifs, nous nous victimisons ». Nous, Africains, on a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on a inventé l'esclavage.
C'est comme si on a inventé la colonisation au point où nous-mêmes, quand on en parle, ça nous gêne. Je ne comprends pas. Chez les petits, on dit « Toi, bebe ». Il faut me voir coup. Bebe. Il faut me voir quoi. Ne regarde pas où tu es tombé. Pour expliquer littéralement, mais regarde où tu as trébuché. C'est un proverbe qu'on trouve chez les Ewundo, chez les boules et tout ça. Donc, j'ai voulu le dire comme on le dit, parce qu'il a plus de puissance lyrique pour celui qui l'écoute. Évidemment, si tu ne comprends pas ces langues-là, il n'y a pas de puissance lyrique. Moi qui comprends les langues de chez moi, j'apprécie la beauté, le lyrisme. Ce type m'a rappelé, le monsieur qui a appelé, c'est un peu comme si un enfant est au bord de la plage. Il construit sa maison en sable. Une vague arrive, elle rase. Il reconstruit. Elle rase, il reconstruit. Et il ne s'arrête pas pour dire « Et pourquoi ma maison ne tient pas ?» Si tu ne parles pas de l'esclavage, si tu ne parles pas de la colonisation, tu ne sauras jamais pourquoi tu en es là. Et quand tu vas te reconstruire, tu vas refaire les mêmes erreurs. On en parlera toujours. C'est la condition de notre existence. C'est pour, si on n'en parle plus, on va partir tête basse et on va refaire les mêmes erreurs. Mais il a raison quand il dit qu'on doit nous construire. Mais pour nous construire, nous devons nous référer à ce qu'il s'est passé. Nous devons nous demander pourquoi on est allé de l'Égypte antique à ce qu'on est devenu. Nous devons nous demander pourquoi tout ça. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire, mais beaucoup plus fort. Mais je suis d'accord avec lui, on doit construire. Pour construire, c'est pour ça que nous sommes là, pour rappeler que nous ne construisons pas. Nous sommes là et nous parlons toujours pour rappeler aux gens que la majorité des chefs d'État ne sont pas panafricanistes. Et pour en venir à tes questions, fiabilité de M. Thiam, par rapport à quoi? Quand on regarde ce qu'il parle, ils sont en train de parler de constitution, de celui qui a respecté, celui qui n'a pas respecté. M. Sarkozy est un juif polonais. Il était chef d'État de la France. Est-ce que vous avez vu un Français lui dire, écoutez, monsieur, vous êtes un juif polonais? Donc, pour moi, c'est un débat accessoire. Les débats sont vraiment, est-ce qu'il est panafricain? Non. S'il n'est pas panafricain, pour moi, M. Thiam, je le range à la poubelle. Parce qu'on ne va construire nos pays qu'avec les panafricains. Voilà la question qui se pose quand vous me parlez de Thiam. Pour moi, vous me parlez de Thiam et de Ouattara, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà la question qui se pose pour moi. Est-ce qu'il a l'homme potentiel? Bah oui, enfin, le potentiel nous a apporté quoi? Son prédécesseur était directeur général du FMI Grand Économie, ça a apporté quoi? La Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté actuellement, l'un des pays de la zone CFA le plus endetté. Au Cameroun, M. Paul Biya a libéré le prix du cacao. Le cultivateur, on lui achète déjà son cacao à 6 000 francs CFA le kilo. En Côte d'Ivoire, c'est toujours 1 000 francs. Et vous ne vous demandez pas pourquoi? Le grand économiste n'a pas vu ça, qu'il ne peut pas faire payer les ponts qu'il construit aux cultivateurs. C'est ça que ça veut dire, hein. Je vous explique ça littéralement. Ça veut dire que quand le cultivateur, quand lui construit un pont à Abidjan, c'est le cultivateur de cacao qui le paye. C'est pour ça que les revenus du cacao, parce que nous vendons le cacao dans le même marché international. Le kilo est le même pour le Cameroun que pour la Côte d'Ivoire. Pour qu'on le ramène à l'Ivoirien, 1 000 francs. Et au Camerounais, 6 000 francs. Alors, ce n'est pas une question d'alternance. C'est une question du départ de quelqu'un qui, pour nous, panafricains, n'a aucun sens. Si Ouattara était panafricain, je voterais pour lui. Si Thiam est panafricain, je vote pour lui. Je dis, reste là autant que tu veux, parce que ton travail est bon. Voilà. Si vous me dites maintenant qu'on doit alterner Ibrahim Traoré, je vais vous dire non. Le travail qu'il fait jusqu'à présent est bon. Parce qu'on se réfère à ce que le colon nous a apporté. Et j'ai commencé mon propos dans cette émission sur ça. Ils nous ont apporté les lois que nous appliquons et on se demande si nous sommes conformes à ce qu'eux, ils pensent. Moi, je ne me demande pas si M. Thiam est ivoirien ou pas. Il est africain? Ben oui, d'accord, donc il est ivoirien. Je me demande si M. Thiam est panafricain. C'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Ben moi, je peux aller me présenter en Côte d'Ivoire, je dis que je vais être chef d'État et avoir de meilleurs résultats que Thiam, truc, et que remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, remettre la Côte d'Ivoire aux Africains. Je ne suis pas nationalité ivoirienne.
Vous voyez ces trucs-là qui nous ont apporté les constitutions dans lesquelles on met les choses qui sont contradictoires à nous-mêmes. Vous voyez comment ça quand on rentre sans devoir réfléchir. Donc pour moi, c'est un non-événement. Ils sont en train de faire de la politique politicienne. C'est ce que tu as appelé avec beaucoup de talent un jeu. Ils jouent. On est en train de se demander s'il est ivoirien, pas ivoirien. À partir du moment où j'ai le droit de demander une nationalité, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je demande la nationalité, je deviens ivoirien. Sinon, on redéfinit. Ah oui, à ce moment, à partir du moment où je deviens ivoirien, j'ai le droit de me présenter à l'élection présidentielle. Maintenant, si les Ivoiriens estiment qu'ils doivent limiter ça et que la personne qui se présente doit avoir été ivoirien pendant un certain temps, ils le déclarent par loi. À ce moment, ils disent à M. Thiam, oui, mais venez nous faire ça, oui, M. Thiam qui dit, oui, toi-même, tu n'as pas respecté. Donc, comme si le fait de ne pas respecter la loi devient une loi. C'est nous, Henri, de prendre cet appelant, Christophe, depuis la Côte d'Ivoire. Peut-être il pourra apporter un élément par lequel on va sortir. Bonjour, Christophe, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et moi, j'ai une préoccupation, et ma préoccupation, elle est importante dans mon sens. En Afrique, on parle d'alternance, alternance. L'alternance, ça veut dire quoi? Et l'alternative. Parce que l'alternance, on enlève un, on met un autre. Mais c'est toujours la même politique. Mais je crois qu'il y avait un chercheur tchadien, bien nigérien, qui parlait dans le temps d'alternative et alternance. Qu'on fasse une part des choses. Parce qu'il y a eu des alternances en Côte d'Ivoire. Le président Mbedi est parti, le président Gueye est venu, le président Gbagbo est venu. Il n'y a pas eu de changement véritable de politique. Le président Gbagbo a cherché à changer, mais il n'y a pas eu de changement. Mais le président Thiam et le président Ouattara, c'est une alternance, mais c'est dans la même logique de gestion de la Côte d'Ivoire. Donc je souhaiterais que le professeur Pili nous fasse une différence entre le terme alternance et le terme alternative. Je ne comprends pas véritablement quelle est l'importance de l'alternance. Voilà, c'est ma préoccupation. Merci à vous, Henri Atengana. Vous allez certainement chuter parce qu'on a posé une question au professeur Pini. Il faudrait bien qu'il s'exprime là-dessus. Le professeur Pini s'expliquait sur l'alternance et l'alternative, enfin, pour répondre aux inquiétudes du téléspectateur. Oui, vous deviez chuter, Henri. C'est moi qui vous ai coupé la parole parce qu'il y avait un appelant. Je vous laisse. Oui, d'accord. Donc, j'étais en train de dire qu'en fait, dans tout ça, c'est le jeu, comme vous avez dit, il y a la fiabilité. La fiabilité par rapport à quoi? D'accord, la fiabilité, oui, son potentiel, oui, d'accord, il a son potentiel. M. Ouattara avait aussi un potentiel, mais ce potentiel-là, on ne l'a pas vu. C'est bien de m'expliquer que tu étais au FMI. Mais ce qui aujourd'hui, c'est que l'Ivoirien est en train de se demander pourquoi lui, on paye au cultivateur 1000 francs par kilogramme de cacao et au Cameroun, c'est 6000. Et je vous explique pourquoi. Le fort endettement de la Côte d'Ivoire est tel qu'il faut rembourser ces dettes-là. C'est la vraie raison. Et qui paye les dettes du pont qu'on a construit, de la route qu'on a construite, dont les sociétés françaises sont venues manger tout l'argent? C'est l'Ivoirien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le cultivateur prend travail à la suite de son fonds pour enrichir une société française qui a construit un pont qui est peu rentable. Alors, si ça, c'est qu'il est en potentiel, moi, j'en doute. Enfin, moi, c'est ce que je dis. J'en doute. Ça, c'est pas du potentiel. C'est pas ce que nous, Africains, on attend. De venir donner les marchés aux trucs. Et ils font du jeu politicien là. Au lieu de nous parler de ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire, de nous dire s'ils sont panafricains ou pas, s'ils veulent enlever la Côte d'Ivoire des griffes de la France-Afrique. C'est ça qu'ils doivent nous dire. Et ils nous baladent dans le jeu politicien de savoir constitution, pas constitution, je suis par là. Merci à vous. Juste à titre d'élément de plus, Tidjane Thiam a souligné, ça fait des mois qu'ils parlent de ma nationalité. Ce qu'ils ont fait en 15 ans, cela mérite 5 ans de plus. C'est la seule question que Tidjane Thiam se pose. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays, a-t-il dit. Mais professeur Pini, on vous a réservé une question là. Pardon, faites-nous un peu de la lumière entre la différence qui se présente entre alternance et alternative. Vous avez au moins même 1 ou 2 minutes pour expliquer ça. Si c'est en 1 seconde, c'est bon, ça peut aller. Là, on conclut directement. Ok. Disons, moi, je parle, pour ne pas nous aller dans
disons, dans la conjoncture, j'allais dire, tout simplement de langage du français. Mais je venais parler de la succession au pouvoir dans nos pays, tout simplement. Parce qu'il faudra qu'il y ait une succession. Quand quelqu'un est à la tête d'un pays, je dis, il ne va pas rester là éternellement. Il faudra qu'après lui, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, c'est cela que je dis qu'il faudra qu'il y ait une alternance, c'est-à-dire qu'il y ait une succession. Mais je dis qu'il faudrait une succession, que ce soit une succession qui dans l'intérêt du peuple que l'on va diriger. Et comme ça, c'est ainsi que j'en appelle à notre tradition. Donc, j'ai lié cela, cette succession, à notre tradition africaine, pour voir comment ça se passait chez nous, au sein de notre tradition, comment se passe la succession au pouvoir. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc ici, s'il y a un jeu politique, je dis qu'il y a certainement un jeu que le président Ouattara est en train de faire. J'ai dit, mais les autres doivent aussi se préparer à ces jeux politiques, parce que pour l'instant, nous sommes dans ce cas de figure. Mais qu'après, si on prend le pouvoir par le panafricanisme, il faudra ramener le pouvoir politique à ses fondamentaux africains pour trouver chez nous en Afrique comment ça doit être. Nous voyons même des problèmes de cette fameuse constitution que Tangana vient de le dire. Nous mettons nous-mêmes les bâtons dans les roues. Nous sommes en train de nous mettre des bâtons de nous mettre des bâtons dans nos propres pieds pour suivre simplement ce que les autres nous ont imposé. Mais c'est à nous maintenant de réfléchir comment nous allons diriger nos pays. Mais pour cela, il faudrait prendre le pouvoir. Comme ça, j'en appelle au panafricanisme. Il faudrait qu'ils prennent le pouvoir, y compris en Côte d'Ivoire, de telle façon qu'ils puissent remettre la Côte d'Ivoire sur les pas du véritable panafricanisme, c'est-à-dire le panafricanisme véritablement africain, c'est-à-dire suivant la tradition africaine. Moi, c'est comme ça que je vois le panafricanisme. Sinon, ça serait un panafricanisme un peu à la sauce européenne ou à la sauce occidentale, qui va nous ramener nulle part, sinon nous ramener en arrière. Donc voilà un peu ce que j'ai dit. Donc quand il parle de l'alternative, pour moi l'alternative, c'est l'alternative ne se justifie que du point de vue de notre tradition africaine. C'est elle qui doit être notre base, par rapport, y compris du point de vue de l'action politique dans notre pays, y compris aussi pour tout ce qui est tout le reste, le développement, et même les usines et tout le reste dont on parle, mais ça doit être sur cette base-là, sur la base de notre tradition. Donc voilà un peu ce que j'ai dit. Donc je parle d'alternance dans ce sens-là, la succession au pouvoir, parce que pour le moment, il va y avoir des élections au mois de novembre en Côte d'Ivoire. Il faudra qu'il y ait une succession à ce pouvoir. J'ai dit, pour moi, il est hors de question que le président Ouattara continue comme il veut, avec un autre mandat à la tête de ces pays. Non, on ne peut plus continuer avec ces jeux-là. Mais pour cela, je rappelle, la classe politique ivoirienne a se saisir pour dresser une ligne politique qui soit dans l'intérêt du peuple ivoirien. Et c'est là ils peuvent le faire. Ils ont toutes les compétences pour cela. Si tout le monde se met autour d'une table, on trouvera. Moi, j'appelle à cela, parce que sinon, on va tourner en rond, ça va être tout le temps... celui-ci va dire c'est ça, celui-là va dire ça. Et puis à la fin, c'est le peuple qui va se retrouver dans des rues en train de se battre, en train de s'entretuer. Et ça, nous ne voulons plus de ça. On ne veut plus du sang ivoirien couler pour ces questions-là qui doivent être des questions réglées entre les personnes qui doivent gérer le pays. Le pays peut être géré sans que la population africaine ne puisse en pâtir, comme que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc, j'en appelle à cela et pas à autre chose. Et à vous, professeur Pini Sassaye, on espère que Christophe a bien suivi. C'est une question de succession au niveau des appareils gouvernants
africain. Il faudrait donc que l'on pense au modèle panafricaniste parce qu'il s'agit d'alternatives. L'alternative, c'est quand on a le choix justement de mettre quelqu'un. L'alternance, c'est penser au remplacement ou bien remplacer quelqu'un. Je crois que de façon un peu simplifiée, voilà ce que ça voudrait dire. J'ai une alternative, donc j'ai la possibilité d'avoir un autre choix que celui qui est là. Et l'alternance, c'est penser au changement, au remplacement. Voilà, merci à vous, monsieur, d'avoir été des nôtres pour ce rendez-vous. Merci à Talo qui nous a fait cette amitié. Après, bien sûr, de longs moments d'absence. On vous souhaite bon retour et bon prompt rétablissement encore davantage. Que la santé de fer vous soit accordée de la part de la divinité, bien entendu. Merci au professeur Pini Sassaï depuis Bruxelles en Belgique. De temps en temps, avec des informations didactiques. Quand on va nous ramener à l'école, on a la chance que vous êtes là. Vous allez devoir nous permettre de comprendre cela. Merci à Henri Atangana, que j'aime bien souvent appeler affectueusement tonton Henri, pour encore sa disponibilité ce matin. Au plaisir, cher monsieur, de vous retrouver très prochainement sur les plateaux de For You Média Africa. Merci à la régie qui a assuré ce matin par Liga. Merci au digital. Merci à toutes les personnes qui ont eu à contribuer, soit en appel au cours de ce rendez-vous ou encore sur les plateformes du digital. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu pour un autre rendez-vous de For You Matin sur l'antenne de For You Média Africa. Ne restez en compagnie de nos programmes. Ils se poursuivent avec d'autres rendez-vous. Bonne journée.